Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le jeudi 17 novembre et soyez les bienvenus pour cette édition. Au programme, d'abord la controverse autour des réserves de substitution, plus connues par certains sous le nom de bassines. Elles doivent permettre d'économiser de l'eau. Hier, 2 associations ont organisé une manifestation contre ces réserves. Des nouvelles de Gabin Lamballe. Il y a quelques mois, nous vous parlions de ce jeune Vendéen déterminé à ouvrir sa friperie. C'est désormais chose faite. On en parle avec Agathe Poulet. Et puis un autre portrait dans ce journal, celui d'Emilien Rondard, un passionné de nature. Ce jardinier cultive des Tillandsia, une plante étrangère. Et comme tous les artisans, il va bientôt les exposer dans les marchés de Noël. Mais d'abord, avant toute chose, débutons par le salon Vendée Métiers, prévu les 26 et 27 novembre prochains au Vendespace. Cet événement est destiné aux jeunes en quête d'orientation, mais aussi pour les personnes en pleine reconversion. Au total, 60 stands seront dressés et plus de 300 formations du CAP au Bac+5 vont être proposées aux curieux. À retrouver des stands de l'armée, les missions locales et des écoles comme les CFA de l'éducation catholique. C'est un processus qui est long ça permet aux jeunes et à leurs familles de découvrir les métiers en vrai, puisque la particularité du Vendée Métiers, c'est qu'il y a des démonstrations de métiers. Sont présents sur les stands des professionnels, mais également des apprentis. Et l'échange entre des apprentis et des jeunes collégiens ou lycéens, ça passe très bien. Dans l'actualité également, le maire de Belvigny, Régis Plisson, a demandé sa démission à la préfecture de Vendée. Pour le moment, aucun retour de la part du préfet Gérard Gavory. Le premier édile ne souhaite d'ailleurs pas répondre à nos sollicitations avant cette décision. Pour rappel, Régis Plisson est resté 40 ans avec ce mandat et a aussi exercé la présidence de la communauté de communes Vier-Boulogne pendant 10 ans jusqu'en 2014. Si Régis Plisson peut démissionner, il indique vouloir rester tout de même dans le conseil municipal. Dans l'actualité aussi, les réserves de substitution continuent de diviser la population, plus communément appelée bassines ou méga-bassines. Elles doivent permettre aux agriculteurs de stocker l'eau l'hiver, une façon de faire face aux sécheresses de plus en plus importantes selon les professionnels. Seulement voilà, si une partie du stock provient de l'eau de pluie, une autre non négligeable est obtenue en pompant les nappes phréatiques, de quoi provoquer la colère de plusieurs associations. Les militants vendéens d'Attaque et GP2I ont par exemple organisé hier une manifestation devant une entreprise de travaux publics qui intervient sur ce genre de chantier. Les manifestants espèrent inciter la société à arrêter ce chantier, expliquant que l'eau est un bien commun. La question des bassines, c'est la question de l'appropriation de l'eau par une partie des agriculteurs, une minorité d'agriculteurs, mais très, très importants et très influents, ceux de l'agriculture industrielle, en fait, qui détruit beaucoup de choses. Et leur objectif est de privatiser l'eau, qui est un bien commun, dans leurs bassines, en prenant dans la nappe, dans les nappes phréatiques. Et cette eau-là qui devrait servir à l'équilibre général à la fois pour les cours d'eau, pour l'alimentation en eau de toute la région, est privatisée par les agriculteurs uniquement pour faire des cultures industrielles, notamment le maïs. Et du côté des agriculteurs vendéens, la question divise aussi. Pour le responsable de la section eau de la FDSEA, les réserves de substitution sont un outil utile. Elles permettent de réduire les prélèvements d'eau en été et en période de stress hydrique. Il n'y a pas d'augmentation d'irrigation parce qu'il y a des réserves de substitution. Par contre, il y a une diminution des prélèvements en période estivale, puisque ces prélèvements sont faits en période de hautes eaux, certes sur des nappes phréatiques ou des rivières, puisqu'on en a certaines qui sont sur rivières, mais ce sont des prélèvements en période de hautes eaux qui sont déclenchés par arrêtés préfectoraux en tenant compte de certains niveaux de nappe. L'eau qui tombe en termes de quantité, on l'a. Par contre, en termes de régularité, là, c'est plus du tout ce qu'on connaissait autrefois. C'est à nous de savoir gérer cette eau. Et quand elle est en supplément, quand on est en période de haute eau, si on la stocke, ça permet de pouvoir l'avoir à disposition pour les cultures, pour l'affouragement des animaux, pour le milieu en période estivale. Souvenez-vous, nous vous parlions de Gabin Lamballe, ce jeune de 16 ans cet été. Il était décidé à ouvrir sa friperie et c'est désormais chose faite. Aujourd'hui, il a obtenu en accord avec ses parents son émancipation pour mener à bien ce projet. La boutique est située en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon, non loin du conservatoire. L'adolescent et ses fripes trouvent déjà leur public. Agathe Poulet est allée à sa rencontre. Vous vous intéressiez à la mode avant de vous lancer ? Oui.
À seulement 16 ans, Gabin propose des centaines de vêtements de seconde main dans sa friperie. Les clients sont contents de venir chiner et rencontrer le propriétaire. J'ai un ami qui m'a parlé de l'ouverture de cette boutique. J'ai dit quand j'aurai une petite demi-heure, je passerai. À tout âge, on peut réaliser ses rêves et donc que ce soit plus jeune ou plus âgé, je trouve ça génial. C'est un énorme projet, j'imagine même pas tout ce qu'il y a derrière. Je trouve ça incroyable. J'aime beaucoup les friperies et je trouve que c'est très mignon, très bien fait. Donc je suis contente, comme un premier tour et j'en ferai plusieurs, je pense. Fourni par des entreprises de seconde main en France, en Italie ou encore en Angleterre, Gabin prend le soin de mettre des nouvelles pièces chaque semaine. Pour lui, il était important de proposer le concept de la vente au kilo, qui est très avantageux pour les clients. Par exemple, imaginons cette jupe, c'est une couleur jaune. Parce que du coup, vous avez plusieurs catégories de prix avec différentes couleurs qui correspondent au prix au kilo. Et après, du coup, là par exemple, c'est une jupe avec une étiquette jaune. Du coup, on tare la balance. On met bien dedans. Et puis, par exemple, ça ferait 6,36 € la jupe. Afin de réaliser son rêve d'ouvrir une friperie, il a dû demander l'émancipation de ses parents pour pouvoir créer son activité commerciale. Malgré l'accord et le soutien de ces derniers, Gabin a dû faire face à plusieurs étapes avant la décision finale. Ça a été long à réfléchir, ça a mis quand même 1 mois. Du coup, on doit passer par le tribunal de grande instance. On envoie un premier dossier, après on attend, on a un rendez-vous sous les 2 à 3 mois, enfin c'est assez long. Et après, on passe devant une juge des tutelles et puis ça se fait avec les 2 parents et puis voilà. Déjà fier et aussi épanoui un peu dans ce que je fais. En plus de la friperie, Gabin crée des accessoires et tient une boutique en ligne. Depuis l'ouverture de la petite fripe, ce jeune entrepreneur a vendu plus de 200 kilos de vêtements en l'espace d'1 mois. Et voici, superbe. Merci à vous. Le Nord-Ouest vendéen s'apprête à déposer une 3e candidature auprès de l'Union européenne pour le fonds Leader 2023-2027, un programme financier pluriannuel pour accompagner les collectivités dans des projets de développement. Plus de 150 projets du Nord-Ouest vendéen ont déjà été financés pour revitaliser ou enrichir ces espaces ruraux. Les précédents fonds Leader ont contribué par exemple au petit train touristique de l'Île-Dieu ou encore à la création de jardins partagés. Pour cette nouvelle demande, l'accès au logement et aux soins, mais aussi l'essor des mobilités douces sont au cœur du dossier. Ce sont des fonds européens qui viennent accompagner les territoires sur le développement rural. Donc sur le Nord-Ouest Vendée, 4 collectivités sont représentées dans le syndicat Vendée des Îles. Le dépôt de dossier se fait là, en fin novembre. Donc nous, il est prêt. On a fait un diagnostic du premier et du deuxième programme avec un cabinet qui nous a permis également de travailler sur le 3e programme Leader. On est prêt, on va déposer le dossier en espérant avoir une enveloppe au moins égale à celle que nous avions sur le 2e programme qui était de 2,2 millions. Ce matin, Poupée vient d'annoncer une petite surprise pour les fêtes de fin d'année. Le festival propose un train de Noël les 17 et 18 décembre à Saint-Malo-du-Bois. Le Malouin Express vous permettra de découvrir le Père Noël, visionner le film anniversaire et de participer à plusieurs activités. Un concert en hommage à Claude François, Johnny Hallyday et Michael Jackson, un record du monde de danse traditionnelle ou encore un spectacle de jet d'eau. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site du festival pour réserver et célébrer dignement cet anniversaire dans un mois tout pile. Et d'ailleurs, à propos de Noël, les marchés se rapprochent et les artisans se préparent. Exemple avec Émilien Rondard, un passionné de nature qui en a fait son métier. Depuis quelques temps déjà, il s'est lancé dans la culture du Tillandsia, une plante originaire d'Amérique du Sud et centrale. L'artisan est en plein rush, il prévoit de se rendre sur 6 marchés de Noël en cette période. Une période très importante donc. Portrait et récit, Cyril Guillet. C'est bien à l'abri des regards, dans cette serre qu'il a élaborée lui-même, qu'Émilien Rondard cultive ses Tillandsia, une plante tout droit venue d'Amérique du Sud. Les Tillandsia font partie de la famille des Broméliaceae, tout comme l'ananas. Et ce sont des plantes qu'on dit épiphytes, qui vivent en Amérique centrale, Amérique du Sud, accrochées aux branches des arbres, accrochées à un support. Elles n'ont donc pas besoin de terre pour se développer. Tout passe par le feuillage, c'est le feuillage qui nourrit la plante. Chez nous, en France, selon l'humidité dans laquelle la plante va évoluer, on gère les arrosages en arrosant les feuilles par bain ou par pulvérisation.
Installé depuis 2 ans sous le nom de la cabane à Tillandsia, il cultive exclusivement des plantes venues de l'Hexagone. Des espèces acclimatées qui, pour certaines, peuvent passer l'hiver en extérieur. Elles fleurissent, différentes couleurs de fleurs. On a beaucoup dans les tons rose et violet, mais il peut y avoir aussi du jaune, du orange, des fleurs blanches. Et chaque espèce a ses propriétés. Des espèces qui fleurissent l'été, l'automne, beaucoup plus au printemps. Et même si vous avez l'occasion de me retrouver sur un marché de Noël cet hiver, vous verrez qu'il y a quelques espèces qui sont aussi en floraison d'hiver avec des très grosses fleurs pour Noël. Et ça va être très sympa. Donc cette espèce ici s'appelle Recurvifolia, ça sera une des stars sur les marchés de Noël avec une floraison exceptionnelle. À partir de ces plantes, il réalise des compositions minimalistes et poétiques, aux possibilités infinies. Et à l'approche de la période des marchés de Noël, la production va bon train. J'ai 2 grosses périodes dans mon année. Il y a le printemps avec les fêtes des plantes, où sont des enjeux importants, hein, les amateurs de plantes qui viennent découvrir ou redécouvrir ces petites plantes, et les marchés de Noël, parce que ce sont des superbes idées cadeaux qui fonctionnent bien toute l'année, mais particulièrement à Noël. On offre une jolie plante, une belle composition, et très souvent on fait découvrir en plus une espèce végétale à la personne à qui on l'offre. La cabane à Tillandsia sera présente sur de nombreuses manifestations pour les fêtes de fin d'année. Des créations à retrouver notamment dès samedi à l'occasion du 6e marché de Noël de Sainte-Cécile. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à toutes et tous et à demain.